Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine du week-end. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h30. Ce magazine a été préparé par Léa Varin et Benjamin Trèves. À la réalisation, Luc-Jean Reynaud. À la technique, Olivier Arnay. Au programme de notre émission ce samedi, les cairns, dolmens et menhirs, les cailloux de Carnac, comme on les surnomme affectueusement, font leur entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'annonce en a été faite hier à Paris. La phrase que j'ai le plus entendue au cours des 10 dernières années, c'est « Ah bon, c'est pas encore inscrit au patrimoine mondial ?» Donc là, maintenant, ça l'est. Et je dois dire que oui, c'est une fierté. Une joie extatique. C'était ce samedi 12 juillet, les applaudissements de la délégation bretonne, la joie extatique du maire de Carnac, Olivier Lepic, et le son du bagad breton pour célébrer le classement des mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Classement tardif pour un patrimoine hors norme. 557 sites et monuments répartis sur un territoire de 1000 km² et 28 communes, de la baie de Quiberon au golfe du Morbihan. Cet événement nous donne l'occasion de nous interroger sur ce qui nous relie à ces vieilles pierres emblématiques de la Bretagne et au-delà, à tous ces lieux, parfois ces lieux de notre quotidien, chargés d'histoire et de mémoire. Et nous abordons ce très vaste sujet avec trois invités que nous avons le plaisir de recevoir en studio ici à Paris. Victoire Doris, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'association Paysages de Mégalithes, la structure qui a porté véritablement cette procédure de classement à l'UNESCO. Olivier Lazzarotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, professeur à l'université de Picardie-Jules Verne, auteur de plusieurs ouvrages, dont Des lieux pour mémoire aux éditions Armand Collin. Christian Autin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur en chef au ministère de la Culture, membre du CTHS, le Comité des travaux historiques et scientifiques, et membre du laboratoire Héritage. Merci à tous les trois d'être ici. Victoire Doris, ce classement est l'aboutissement, je le disais, d'un processus assez long. Je parlais de quelque chose de tardif, mais donc un processus entamé en 2012. Les mégalithes de Carnac forment un ensemble donc de sites remarquables qui sont déjà connus du public, déjà connus des touristes. Comment se fait-il qu'il n'ait pas été classé plus tôt ? Oui, c'est une grande question. À dire vrai, je ne sais pas s'il y a une réponse toute simple à trouver. Il y a plusieurs contingences pour faire un dossier, une candidature à l'UNESCO. Il faut qu'il y ait un alignement entre des scientifiques. Il faut avoir un bon comité scientifique et on a la chance d'en avoir un exceptionnel qui était présidé par le professeur Coppens. Un alignement aussi avec une volonté politique forte de porter un dossier qui, vous l'avez dit, dure plusieurs années. Donc, il faut pouvoir s'investir sur plusieurs années. Et on a des élus qui ont fait ce souhait assez rapidement. Et puis, il faut évidemment un soutien de l'État. Et on a été extrêmement accompagnés à la fois par le ministère de la Culture, le service des relations patrimoniales internationales et les services déconcentrés. Et ces trois entités-là ont fait qu'on a pu effectivement complètement fédérer le territoire et porter un dossier ambitieux. Donc un processus qui remonte à 2012 pour ce qui vous concerne, mais qui avait commencé en réalité en 1980. Absolument, c'est un vieux sujet, l'inscription des mégalithes de Carnac à l'origine sur la liste indicative française. C'est un peu l'antichambre d'un dossier UNESCO, cette liste indicative. Il y a eu d'ailleurs plusieurs velléités, il y a eu plusieurs fois des dossiers qui ont été réactivés. Et en 2010-2012, il y a eu une contingence entre l'avancée de la recherche archéologique, donc portée notamment par les scientifiques et les archéologues, et cette volonté de remettre sur le tapis, sur l'établi, un dossier de candidature avec les élus qui avaient aussi changé entre-temps. Qu'est-ce que ça va changer très concrètement, ce classement à l'UNESCO pour les dolmens, les mégalithes, les cairns de Carnac et du Morbihan ? Alors, c'est une question de fond. Ma réponse, elle va peut-être être un peu décevante parce que intrinsèquement, quand c'est bien fait, ça ne doit pas changer grand-chose, un dossier UNESCO. Un dossier, c'est fait pour préserver les monuments et les transmettre aux générations futures. En particulier, quand on parle de monuments extrêmement fragiles, comme nos cailloux, effectivement, on les appelle comme ça chez nous, affectueusement, qui sont des ruines archéologiques, donc extrêmement fragiles. Et c'est plutôt le chemin
qui mène à l'inscription, ce chemin de candidature qui compte autant que cette joie immense qu'on a d'être inscrit, parce que c'est tout ce qu'on met en place pour préserver, pour enrichir la connaissance, pour transmettre, pour valoriser éventuellement, qui fait qu'on sera à même de les préserver. Alors, Olivier Lazzarotti, qu'apporte un site, justement, un classement à l'UNESCO? Même question que celle que je posais à Victoire Doris à l'instant. Eh ben, moi, il me semble que ça apporte plusieurs choses. D'abord, une reconnaissance symbolique d'échelle mondiale, ce qui est extrêmement important. Et ensuite, sans vouloir être trop matérialiste, c'est peut-être aussi une source de revenus supplémentaires. C'est-à-dire qu'on observe dans des cas français, mais aussi dans des cas internationaux, que le classement patrimoine mondial permet une augmentation substantielle des tarifs des hôteliers, des tarifs des entrées, et d'une certaine manière enrichit une partie de la population locale. Je dis bien une partie de la population locale parce que là aussi, il y a des tensions. Je dirais, troisièmement, il n'y a pas de mémoire s'il n'y a pas de visiteurs pour la pratiquer, et en particulier dans les lieux, en gros depuis la fin du XVIIIe siècle. Et le classement patrimoine mondial est peut-être une manière de normaliser le touriste légitime ou le visiteur légitime, de lui imposer plus ou moins des comportements plutôt que d'autres. Et puis, derrière ça, il y a aussi cet enjeu du contrôle du lieu, et en particulier, pour dire les choses directement, peut-être un petit peu au-delà de ce que je les pense ou de ce qui se passe, la captation de la rente. Alors, Christian Autain, ce site de Carnac, ce très grand site, je le disais, puisqu'il s'étale sur près de 1000 km², et donc le 54e site français à intégrer la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une reconnaissance institutionnelle qui est importante, on l'imagine, pour les acteurs locaux. Qu'est-ce que ça apporte, justement? Alors, plusieurs choses. J'ai regardé hier le site de Ouest France, et Ouest France titrait « Ce samedi, les mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan sont entrés dans l'histoire à 15h17 ». C'est un titre absolument fantastique, parce que si vous prenez l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron, les mégalithes de Carnac, ça doit être la 3e ou 4e entrée. Donc il y a quelque chose de fascinant. Il faut se demander de quelle histoire on parle. Et là, il y a une dimension qui est l'histoire, en fait, de ce patrimoine mondial qui existe depuis 50 ans, qui est pour le bien l'entrée dans une histoire commune, d'un patrimoine mondialisé, la mise en relation avec des sites très différents. Il y a les sites du génocide khmer d'Angkor qui sont inscrits la même année. Donc c'est aussi l'inscription dans une communauté. Il y a une dimension émotionnelle qui est absolument fondatrice. Quand on regarde les témoignages, tout le monde parle d'expériences, d'aventures extraordinaires, d'aventures humaines. C'est celle que vous décrivez, Victoire, c'est celle que vivent mes collègues Bruno Favel, Béatrice Boisson-Saint-Martin chaque année quand ils accompagnent les dossiers à l'UNESCO. Donc c'est cette dimension vraiment forte. Et puis il y a une dimension institutionnelle sur la longue durée. C'est pas tout à fait vrai de dire que ça ne change pas grand-chose, parce que depuis 2016 et la loi Liberté de création, architecture et patrimoine, la protection au patrimoine mondial, elle est incorporée dans le Code du patrimoine. Donc il y a la question de la gestion par les services de l'État, de la définition de la zone tampon, le suivi de celle-ci, la mise en place d'un plan de gestion pour préserver, protéger, valoriser. Donc il y a l'aventure avant l'inscription, et puis il y a l'aventure qui continue après l'inscription. Il y a tout ce qui va continuer à se faire en commun. Alors revenons à Carnac, si vous le voulez bien, avec vous, Victoire Doris. Donc c'est mégalithes, c'est dolmens, c'est cairns. Donc on parle de 216 sites et monuments, qui étaient déjà protégés au titre des monuments historiques. Pour les 557 monuments dont on parle cette fois-ci, qu'est-ce que ça apporte? Un certain nombre de ces monuments se situent sur des terrains privés. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par décrire de quoi il s'agit, puisque finalement, à part les alignements de Carnac qui sont très connus, peut-être qu'une grande partie de ce patrimoine, aujourd'hui reconnu par l'UNESCO, n'est pas très connu des Français. Oui, absolument. On a un monument mondialement connu, extrêmement apprécié et déjà très visité, que sont les alignements de Carnac, qui comptent pour 3 dans notre dossier parce qu'ils sont séparés en 3 tronçons
très pragmatiquement, mais on a 557 monuments et sites, et c'est important de préciser que les monuments et les sites ne sont pas la même chose en reconnaissance internationale, puisqu'un site, ça regroupe plusieurs monuments. Concrètement, on a des milliers et des milliers de monuments mégalithiques finalement sur un paysage très spécifique qui est composé de rias, de rivières, et puis ce fameux golfe du Morbihan qui est constellé de petites îles qui n'étaient pas celui qu'on connaît aujourd'hui à l'époque du néolithique, puisque c'était juste un marais. Et ce paysage est entièrement tapissé. Vraiment, sur toutes les hauteurs topographiques, on trouve des monuments. Et s'il n'y en a pas, c'est que potentiellement, ils ont été détruits à un moment donné. Le néolithique, c'est très ancien. On s'imagine que depuis des millénaires, on en a perdu un certain nombre. Et ce territoire, aujourd'hui, il est beaucoup moins lisible qu'il devait être au néolithique, où on avait un paysage, il faut s'imaginer, très ras, avec des landes, où on devait voir exclusivement des monticules, des mégalithes à perte de vue. Très clairement, une société extraordinaire, comme on n'en a finalement plus aucune trace ailleurs dans le monde, en tout cas dans cet état-là. Et ce paysage, c'est un des grands sujets du dossier UNESCO, de le préserver à tout prix. Dans ces éléments vraiment constitutifs, c'est-à-dire les monuments, ces ensembles, effectivement, vous les avez dit, ces menhirs, qu'ils soient alignés ou pas. Donc on pourrait distinguer les dolmens, donc peut-être expliquer et rappeler ce que c'est C'est ça. qu'un dolmen par rapport à un menhir, par rapport à des tumulus. Voilà. En quoi ça Effectivement. consiste exactement à chaque fois ces formations? Un menhir, c'est un mot breton qui veut dire pierre dressée. Donc c'est vraiment un gros caillou qu'ils ont souvent extrait sur zone. Enfin, c'est le cas des alignements de Karnak. Ils les ont extraits directement dans la pierre de Karnak. On les dresse et on les a dans des tailles très très différentes, puisqu'on a aussi le plus grand menhir d'Europe qui est à Locmain-Acker. Donc on peut les aligner, on peut les mettre en arc de cercle, et dans ce cas-là, c'est une enceinte mégalithique qu'on appelle aussi un cromlech en breton. On a aussi des tombeaux. Donc ça, c'est un dolmen, encore un mot breton. Et ces dolmens, c'est une table de pierre. Il faut s'imaginer 2 pierres dressées avec une pierre de couverture en haut et qui était recouvert par un gros monticule qu'on appelle un tumulus pour être rapide. Ça, c'est vraiment les 2 grandes catégories très synthétiques qu'on va faire inscrire. Et les archéologues, évidemment, ensuite, ont des sous-catégories très précises, puisque nous, on a un paysage qui dure sur l'ensemble du néolithique. Donc, on a beaucoup de typologies différentes de monuments. La grande particularité de ce dossier de Karnak, Victoire Doriz, c'est aussi la présence, je l'indiquais il y a quelques instants, mais de ces pierres sur des terrains particuliers. Comment on fait pour préserver des monuments qui s'inscrivent a priori dans le registre de la propriété privée? Oui, c'est effectivement une très grande caractéristique de notre territoire. C'est qu'on a énormément de monuments et de sites. Vous l'avez dit, Pas 557. simplement les alignements, donc, qui sont très connus. Absolument, pas seulement les alignements, et qui sont très démonstratifs, absolument magnifiques. Quand on arrive à Karnak, pour ceux qui connaissent, on peut absolument pas les rater. On est saisi par la beauté du site. Mais l'extrême majorité du territoire, ce sont des petits monuments qui sont extrêmement discrets, qui sont au fond des bois, qui sont sur les plages, qui sont sous l'eau, qui sont dans les jardins, parce qu'il y a plus des 3/4 des monuments de notre dossier d'inscription, donc maintenant inscrits, qui sont en propriété privée, ce qui veut dire que nous, on a plus de 600 propriétaires privés concrètement. Et cette disparité de propriétaires, puisqu'on a l'État, on a le département, on a des communes, on a des propriétaires privés, on a le Centre des monuments nationaux, et aussi cette disparité de protection réglementaire, vous le disiez tout à l'heure, en termes de monuments historiques, fait qu'il a fallu trouver un fil rouge qui mette tout le monde d'accord sur un degré le plus élevé possible d'ambition pour la préservation de ces monuments. Et c'est aussi pour ça que ça a été extrêmement long, parce que mettre tout le monde d'accord sur un plancher minimum d'intervention, c'est pas forcément très évident, surtout quand on parle de ruines archéologiques, encore une fois. Christian Autain, vous vouliez réagir? Oui, ça m'évoque quelque chose qu'on se disait avec Olivier juste avant. Les toutes premières inscriptions au patrimoine mondial, elles ont fait l'objet en fait de dossiers qui étaient extrêmement légers. Il n'y avait pas du tout un travail de fond
très précis comme celui qui a été mené là. Et il y a peut-être une notion qui est clé pour aborder aussi ce que vous évoquiez, Victoire, c'est la notion de communauté. En fait, depuis les comités du patrimoine mondial de 2002 et de 2007, l'UNESCO s'est fixé 5 grands objectifs prioritaires pour la Convention du patrimoine mondial. Et l'un de ces objectifs, c'est l'implication, la valorisation du rôle des communautés dans les processus d'élaboration des candidatures. C'est dire aussi que même si les élus et l'État sont présents à la manœuvre, en fait, rien ne peut se faire finalement sans les gens qui apportent leur concours, on a presque envie de dire leur pierre, en l'occurrence, à cet édifice. Alors Olivier Lazzarotti, on évoque justement ces communautés autour de ces monuments, puisque la particularité de ces sites autour de Carnac, c'est qu'ils sont habités, appropriés par des usages. Alors des usages, on parlait de propriété privée et aussi des usages touristiques. Et donc ça veut dire pour tous ces habitants peut-être une valeur émotionnelle particulière pour bien ces lieux. Et puis effectivement la valeur émotionnelle aussi que peuvent, qui peut être celle du tourisme. Comment faire cohabiter ces usages dans un site qui doit désormais nécessiter d'une protection institutionnelle? Ben, ça, c'est un problème qui est lié au patrimoine mondial, mais pas seulement. C'est un peu la question de tous les lieux, cette convoitise différente en fonction des enjeux et des envies différentes. Le classement patrimoine mondial, c'est aussi d'une certaine manière une prise de contrôle par une instance internationale, qui a son projet de conservation, d'entretien, etc. Et dans certaines situations, essentiellement en dehors de France, mais je trouve que c'est intéressant de décentrer un petit peu, je pense à la réserve du Dja au Cameroun par exemple, ces consignes, ces visions patrimoniales sont assez contradictoires avec les pratiques des habitants déjà là, appelons-les comme ça plutôt que des habitants locaux, qui sont soit des chasseurs, soit des gens qui pratiquent une agriculture sur brûlis et qui mettent le feu à la forêt pour recueillir des cendres. Et donc là, cette question qui se pose de manière assez évidente dans ce cas-là, se pose à peu près partout. Comment concilier des intérêts différents Dans le cas de Carnac, en regardant un petit peu la biblio, le premier lanceur d'alerte général sur le monument étant Victor Hugo, en 1834, il déplore que les paysans, je ne dirais d'ailleurs pas l'adjectif qu'il emploie pour parler des paysans de peur d'être blessants, qui utilisent les pierres pour eux-mêmes. Et on voit bien là qu'il y a une convoitise, il y a une catégorie de la population qui trouve que c'est bien pratique de prendre des pierres pour les réintégrer dans des murs, que ce soit d'ailleurs des pierres d'abbaye ou autres. Il y a eu une histoire il n'y a pas très longtemps, je crois, dans les Alpes. Le regard du néo-touriste, puisque en gros, Victor Hugo fait partie de cette première génération qui invente plus ou moins le tourisme avec Mérimée et les autres. Et puis d'autres regards qui s'agrègent. Et je trouve que justement, le classement patrimoine mondial, c'est un essai de régulation de tout ça et une espèce de légitimité politique à dire, bon ben voilà, l'usage légitime de ces lieux, c'est la conservation. Et du coup, les touristes, parce que le tourisme est une situation très paradoxale dans ces lieux de mémoire. S'il n'y a pas de visiteurs, touristes ou non, il n'y a pas de mémoire. Un lieu qui n'est pas visité, un lieu qui n'est pas vu. Je peux vous citer des villages morts dans le Massif central. Je suis à peu près le seul à les connaître avec les chasseurs du coin parce que personne n'y va. Donc les visiteurs sont indispensables à la production de la mémoire. Ce sont les coproducteurs de la mémoire. Il ne faut pas les prendre comme des gens qui dégradent. Alors évidemment, il y a des effets néfastes qu'on peut critiquer. Mais alors, quel est le statut exact? Comment on gère, comment on régule cette situation où on a besoin des visiteurs, mais quel type de visiteurs? Et il y a eu beaucoup de choses écrites sur ou contre les touristes depuis 40 ans. Je crois qu'il y a le rapport d'Arthur Pedersen de l'UNESCO sur la limite du changement acceptable qui est extrêmement intéressant parce qu'il ne fait pas de cette régulation une question de quantité. C'est pas à partir de combien. Il insiste sur les comportements, sur les pratiques et sur, d'une certaine manière, l'éducation à la visite. Je pense que tout ça va avec le patrimoine mondial. Victoire Doris, pour terminer sur cet aspect, l'augmentation de la fréquentation du site, ça fait partie du dossier que vous avez présenté, j'imagine. Vous avez des estimations peut-être de ce que cette classification, ce classement plutôt, pourrait apporter comme surfréquentation au site et les dommages que ça pourrait provoquer?
Alors vraiment, l'objectif de notre dossier UNESCO, c'est pas du tout d'augmenter la fréquentation des visiteurs, qu'ils soient, touristes proches ou lointains, hein, d'ailleurs, internationaux ou nos voisins. Encore une fois, on est dans une optique de préservation. Après, on est aussi dans une optique un peu, peut-être un peu schizophrène, puisqu'on sait bien que cette, couverture médiatique notamment, on est bien placé aujourd'hui pour le savoir, qui emmène une appétence et crée un intérêt qui est tout à fait normal. Je serais la première à vouloir aller, voir un site nouvellement inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Donc on s'est mis en ordre de marche, notamment avec les acteurs du tourisme, pour proposer des alternatives calendaires, donc si possible pas en période estivale, et des alternatives de sites et de monuments à visiter. Puisque comme on le disait, il y a les alignements de Karnak qui sont extraordinaires, magnifiques, mais je rejoins tout à fait ce que vous disiez, Olivier, il y a un confort de visite qui est quand même beaucoup moins agréable quand on le visite avec beaucoup de monde. Et il y a tellement d'autres sites exceptionnels qui donc viennent d'être inscrits aussi par rapport aux alignements de Karnak. L'objectif, et notamment on a beaucoup travaillé avec les offices de tourisme, c'est d'emmener les gens à s'intéresser à ce qui se passe ailleurs dans le territoire. Et il y a des sites qui sont éblouissants. Et chacun, finalement, à mon avis, peut trouver des intérêts différents en fonction de ses appétences, en allant voir un petit site sur la plage, ou un site gravé, ou autre. France Culture, le magazine du week-end, Antoine Dulster. La légende chrétienne fit de ces alignements les files de soldats pétrifiés par la malédiction de saint Cornélie. Le tumulus qui les domine devint la tombe du roi César, et le Moyen-Âge, en y bâtissant une chapelle, la dédia à l'archange des hauts lieux. Ce fut tout de suite le mont Saint-Michel de Karnak. Mais écoutons, si vous le voulez bien, ce qu'actuellement on raconte de ces lieux. On dit que toutes ces pierres étaient autrefois un ancien cimetière gaulois. À chaque mort qu'il y avait, on y mettait une pierre. Un riche, une grosse, un pauvre, une petite. Mais la légende dit aussi que saint Cornélie, poursuivi jusqu'au bord de la mer par les soldats païens, ne trouvant plus de vaisseau pour s'enfuir, se retourna et changea tous les soldats en pierre. À Kermario, lia la pierre à sacrifice, avec bassin et rigole, où on nimela les bœufs et les moutons sur la grosse pierre ronde au milieu. Le quatrième de la rosée du gros éclatif, le menhir on l'appelle le géant la Voilà, les légendes, un bref aperçu des légendes de Karnak dans La Voix des enfants de Karnak. C'est une archive INA de 1966. Victoire Doris, on l'entend, ces cailloux, ils font l'objet de récits, de légendes, d'appropriation populaire depuis toujours. Depuis, en tout cas, très longtemps. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui explique en partie la conservation de ces monuments, puisque rien n'est plus tentant à utiliser qu'un tas de cailloux pour reconstruire effectivement des maisons ou autres bâtiments. Et si aujourd'hui il y en a autant qui nous sont parvenus, c'est clairement parce que ces monuments ils se sont enrichis de strates historiques qui n'avaient rien à voir avec celui d'origine. Et puis ils ont complètement perdu leur usage d'origine aussi. Dolmen aujourd'hui c'est un monument d'intérêt patrimonial, c'est plus du tout un tombeau. Et ces micro-histoires qui se superposent à la grande histoire font qu'ils continuent à avoir un sens très fort. Et très clairement, les mégalithes et notamment les menhirs, c'est un des fondements presque de l'identité bretonne aujourd'hui. Et c'est parce qu'ils se sont enrichis de ces micro-histoires qui sont liées à plusieurs éléments. Alors effectivement, il y a tout ce qui concerne les liens qu'ils entretiennent les uns avec les autres, parce que ces monuments sont vraiment au milieu de la vie quotidienne. Il faut s'imaginer que nous, on a des monuments qui sont sur les trottoirs, qui sont réutilisés en monuments aux morts, qui sont au bout de son jardin. Alors, fondement de l'identité bretonne, mais avec une signification assez obscure en réalité. On ne connaît pas vraiment la signification de ces alignements. Alors, autant les dolmens et les tumulus, on sait à quoi ça sert. Les archéologues ont retrouvé des indices prouvant que ce sont des monuments funéraires. Autant les alignements conservent leur mystère. Et je pense d'ailleurs que ce mystère, ça laisse la porte ouverte à
à tout un imaginaire qui permet de créer du lien. Ce qui explique aussi pourquoi les Bretons sont si attachés à leurs monuments. Et il y a autant de contes, de légendes et aujourd'hui de pratiques plus ou moins ésotériques d'ailleurs qui continuent à perdurer avec des traditions qui n'ont plus rien à voir avec la période historique dont on parle. Olivier Lazzarotti, comment faire cohabiter au quotidien cette dimension d'une recherche archéologique encore en cours, cette dimension patrimoniale et justement cette vie courante? C'est pas facile ce dont on parle. Je pense au livre de Charles Nodier, La France pittoresque, que je vais citer de mémoire, donc j'ai dû me tromper, mais à propos de l'abbaye de Jumièges, il écrit peu importe la vérité historique, à un moment d'ailleurs où l'histoire positiviste est en train de se constituer, ce qui compte c'est Charles Nodier, pour resituer, on est au 19e siècle, voilà, on est au moment où effectivement se développe la conscience d'un patrimoine en péril à sauvegarder. Un livre interminable en je sais pas combien de volumes sur la France pittoresque et romantique. Donc c'est très difficile de chasser le romantique qui est en nous. On a tous envie de croire qu'il y a des légendes, qu'il y a des esprits, etc., etc. Donc c'est une bonne manière de sensibiliser les choses, bien évidemment. Cela dit, on vit une époque de, comment on dit, vérité alternative, c'est ça. Peut-être qu'il ne faudrait pas être complètement dupe de ça aussi et être à la fois porté par ce genre de légendes, de récits un peu fantasmés et en même temps savoir que ce sont un peu... je crois qu'on parlait des rêves comme des menteurs véridiques. Je pense qu'il faudrait rester là-dessus. Voilà. Christian Autain, vous vouliez également réagir? Oui, parce que vous posez la question vraiment de l'articulation entre la conservation du patrimoine, le développement de la recherche et en même temps l'activité quotidienne qui est souvent aussi une activité économique. Or, ces 3 points, ce sont exactement les 3 points qui figurent au fondement dans le Code du patrimoine de la loi sur l'archéologie préventive. C'est-à-dire que ce qu'on recherche à faire, et c'est difficile évidemment parce que ça suppose continuellement des ajustements sur le territoire au cas par cas, mais c'est bien permettre le développement de la recherche et même si les mégalithes pose encore d'énormes points d'interrogation. C'est un travail qui continue continuellement. Ce travail, on ne peut l'assurer que si on conserve ce patrimoine. Et en même temps, ce qu'on ne veut pas non plus, c'est ce que Michel de Certeau appelait la beauté du mort. C'est-à-dire quelque chose qui est conservé mais qui ne vit plus. Il faut que l'activité économique, elle puisse continuer, que la sociabilité, elle puisse se faire. Et là, évidemment... En écoutant ces enfants, je pense au patrimoine immatériel et à... justement, voilà, j'allais vous relancer là-dessus, oui. Christian Autain, parce que ces vieilles pierres, c'est un patrimoine matériel. C'est aussi, on entendait il y a quelques minutes, un patrimoine immatériel, donc des traditions orales, des croyances, des légendes, des traditions et des transmissions familiales. Absolument. Mais en fait, quand Olivier évoque Taylor, Nodier, Victor Hugo, on a un cheminement de la prise en compte de l'immatérialité dans le patrimoine qui, dès le XIXe siècle, voyage parallèlement à la prise en compte du patrimoine monumental. C'est beaucoup plus ténu, c'est souvent à bas bruit, ce sont des associations, ce sont des cercles locaux, ce sont des folkloristes. Là où, pour le patrimoine monumental, on a une accumulation assez précoce, finalement, de dispositifs législatifs, réglementaires et la constitution de corps d'experts, on voit que pour l'immatérialité, il y a plutôt une série de collapsus et de recommencements. Mais en fait, ce sont bien 2 histoires qui cheminent et qui se rejoignent aujourd'hui sous l'égide de l'UNESCO, avec cette convention de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel, qui pose d'ailleurs comme principe la très forte interdépendance des deux, qui est un peu un décalque dans sa constitution, dans sa composition en fait de la Convention de 72, mais qui évidemment place au cœur les communautés, les pratiques, les représentations, les expressions. On a entendu le bagad tout à l'heure. Oui. Ça m'évoque au moment de l'inscription du Fest-Noz en 2012 à l'UNESCO, peut-être dans la même salle, Charles Quimber et ses collègues de Dastum entonnant un chant breton et esquissant un pas de danse dans la salle. Alors, quelques mots rapidement, peut-être, Olivier Lazzarotti, de réaction. La définition même de mémoire et de patrimoine a constamment évolué. On pourrait penser que c'est le passé, mais on voit à partir de la fin du XVIIIe que les définitions changent. Et en particulier, ce que
l'UNESCO appelle la dimension anthropologique de la mémoire, parce qu'ils se rendent compte que, par exemple, il y a un énorme déficit de reconnaissance en site du patrimoine mondial en Afrique ou dans certaines régions de l'Asie. Donc ça devient, c'est la stratégie globale, je crois que c'est 94 ou 98, je me souviens plus très bien, mais effectivement, où ces éléments non matériels deviennent mémorisables. Et il y a une évolution, c'est bizarre, on pourrait penser que la mémoire, c'est assez bordé, mais en fait, ça change tout le temps. Alors, cette mémoire au quotidien, elle crée aussi des conflits d'usage. J'aimerais vous entendre assez brièvement là-dessus, Victoire Doris, si vous le voulez bien. En 2019, un cas a beaucoup choqué avec une destruction évoquée de 39 menhirs, en réalité des pierres de taille assez modeste, par une enseigne de bricolage, un chantier donc. Le maire de Carnac, Olivier Lepic, s'en était expliqué. Au-delà de l'émotion, semble-t-il, pas de dommages irréversibles sur un site majeur. Mais c'est un événement qui révèle peut-être quelque chose de l'ordre de la sensibilité de ces enjeux et la difficulté qu'il y a aujourd'hui à vouloir conserver ce patrimoine dans une zone comme celle de Carnac. Oui, je pense qu'il y a effectivement un attachement très fort à ces monuments extraordinaires, tellement fort que ça s'enflamme extrêmement vite sans aucune certitude, puisque aujourd'hui on ne sait toujours pas ce que c'était, que ce muret qui a été détruit. Et l'enquête est toujours en cours. En tout cas, on a été profondément troublés par l'emballement médiatique qui s'en est suivi. Et il y a, à mon avis, une exception carnacoise qui tient à ces alignements qui sont extraordinaires et qui sont dans l'imaginaire collectif l'image d'Épinal de ce que doit être un alignement de pierre. Alors même, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que la quasi-intégralité des sites de notre territoire sont des micro cailloux qui n'ont l'air de rien et qui pourtant ont un intérêt archéologique fondamental. Et cet attachement très fort local, il crée parfois certains malentendus. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on a beaucoup travaillé avec, disons, tous les maillons de la chaîne qui incluent une préservation des monuments et qui commence par les habitants. On a notamment fait des conférences publiques absolument partout. Et puis les élus, et puis l'État. Et si ces trois entités-là ne sont pas réunies autour de valeurs communes et d'un chemin de route commun, je pense qu'il ne peut pas y avoir de gestion de biens cohérente et pertinente. Et c'est d'ailleurs bien ce que nous demande aussi l'UNESCO. Alors, la Convention pour la protection du patrimoine mondial de l'UNESCO date de 1972, mais en France, la protection du patrimoine s'inscrit dans une tradition bien plus ancienne. Vous en avez déjà dit quelques mots depuis le début de cette émission, Olivier Lazzarotti et Christian Autain. Est-ce qu'on peut peut-être revenir avec vous, Olivier Lazzarotti, sur la naissance de la conscience de ce patrimoine en péril? Vous parliez de Prosper Mérimée, vous parliez de Charles Nodier. Comment ça apparaît finalement, la conscience de ce patrimoine en péril? Je dirais déjà c'est un mouvement européen. Et en France, il y a deux événements qui me semblent faire basculer vers l'idée que les lieux peuvent être... pas des supports, mais des moyens de mémoriser, que la mémoire officielle pourrait s'inscrire dans les lieux. Le premier événement, c'est la décapitation du roi Louis XVI, puisque jusque-là, l'histoire de France, c'est l'histoire de la dynastie, de la suite dynastique, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, etc. Et donc, à partir du moment où la dynastie est décapitée, comment on compte l'histoire? Et puis, qu'est-ce que c'est qu'être français? On n'est plus des sujets, puisqu'il n'y a plus de roi. Le deuxième événement, c'est la destruction de la Bastille, qui crée un énorme manque, un trou en plein Paris, qui d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes sensible, mais place de la Bastille, c'est plus ou moins reconstitué. Et du coup, il y a cette idée de manquer. À partir de ce moment-là, les post-révolutionnaires, disons après Napoléon, se demandent comment reconstituer un sentiment identitaire, un sentiment communautaire français, et le sol. Le fameux rapport de Guizot, le sol de la France est couvert des monuments, il est d'octobre 32, je crois, ou quelque chose comme ça. Le sol devient le point d'ancrage d'un sentiment d'appartenance à la collectivité française. Et à partir de là, tout s'enchaîne. On voit effectivement Victor Hugo, Prosper Mérimée et les autres qui en même temps sont les inventeurs du tourisme. Ceux qui inventent, alors avec Napoléon III, Deauville, Biarritz, etc. etc. Les deux vont ensemble. Le mouvement d'invention du tourisme en France et de la patrimonialisation de l'espace vont ensemble.
Christian Autain, quel rôle joue la France au XIXe siècle dans l'apparition, la naissance de cette idée d'un patrimoine mondial en péril qui serait donc à conserver? Alors, Victor Hugo, Prosper Mérimée et les autres, parmi les autres, il y a une figure qui est majeure et qu'on ne peut pas ne pas évoquer, c'est Viollet-le-Duc. C'est l'architecte, évidemment. Prosper Mérimée, c'est la figure de l'inspecteur, c'est la figure du recenseur. Viollet-le-Duc, c'est la grande figure quand même du restaurateur et c'est l'émergence d'une déontologie de la restauration qui a par la suite été critiquée, été contestée évidemment, mais qui est quand même fondatrice et qui est un petit peu un point de référence à partir duquel beaucoup se positionnent. Et dans ce débat-là, au niveau international, la France occupe une position qui est éminente. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte qui est celui des empires coloniaux aussi, et que quand en France, on met en place des législations en faveur de la protection des monuments historiques, eh bien, ces législations, elles vont avoir une influence, évidemment, elles vont se retrouver sur les territoires qui sont colonisés, sur les protectorats. 1887, c'est la première loi sur les monuments historiques, elle va s'appliquer en Algérie. D'ailleurs essentiellement plutôt sur des sites antiques comme Tipasa ou Serchel. La Tunisie, c'est un protectorat. Au même moment, mais dès 1885, en fait, on a une loi sur les antiquités en Tunisie. 1913, c'est la loi sur les monuments historiques. Ça va également se diffuser. Mais on est quand même pris. Il ne faut pas placer la France au centre de tout. Vous voyez, 1906, c'est une date qu'on ne doit pas oublier, extrêmement importante. C'est la loi Bocquier, la loi sur les sites, fondatrice, notamment sur le patrimoine naturel. En fait, aux États-Unis, dès les années 1870-80, on a les premiers parcs nationaux, Yosemite, Yellowstone. Donc de ce point de vue-là, le mouvement de balancier, si vous voulez, il va peut-être se faire déjà de l'autre côté de l'Atlantique vers chez nous. Olivier Lazzarotti, est-ce que ça peut être conflictuel, cette histoire de la patrimonialisation des sites et des monuments remarquables? Est-ce qu'il y a peut-être un conflit entre des appropriations populaires? Vous évoquez Victor Hugo à Carnac, qui s'offusque de l'utilisation par les paysans de ces vieilles pierres, et conflit donc entre cet usage populaire et puis la logique qui viendrait d'en haut peut-être et qui serait destinée à indiquer quel serait le bon usage de ces monuments et de ces sites. Alors, à bas bruit ou à haut bruit, c'est toujours conflictuel, puisque l'enjeu, c'est la convoitise pour les lieux. C'est ce lieu, il sert à quoi? Il sert à qui? Quelle est la bonne manière de l'utiliser? Tu as cité le parc du Yosemite, on est en pleine guerre de sécession. C'est Frédéric Law Olmsted qui fait ce rapport pour l'État californien en pleine guerre de sécession, ignorant au passage la présence des populations indigènes. Je crois me souvenir que le château de Vaux-le-Vicomte, le propriétaire, alors a d'abord été classé, à la fin du 19e siècle, je vous dis tout ça de mémoire, le propriétaire a dit « mais moi ça m'intéresse pas du tout, ça va me coûter beaucoup plus cher, voulez-vous me déclasser ?» Et que ce n'est qu'en 1930, à la suite de négociations fiscales, que finalement Vaux-le-Vicomte... Donc c'est toujours du conflit, parce que c'est une vision sur le lieu qui s'impose face à d'autres. Victoire Doriz, la démarche que vous avez portée est héritière de cette grande histoire de la patrimonialisation des sites et des monuments remarquables. Est-ce qu'il y a dans les acteurs locaux, dans la communauté de gens qui vous a accompagné tout au long de cette longue démarche depuis 2012, est-ce qu'il y a la conscience de cette continuité historique très longue? Je pense qu'à Carnac, elle existe. Et elle existe peut-être aussi dans une petite commune qui s'appelle Locmaria-Quer, qui a un monument extraordinaire, parce que justement, il y a des monuments extraordinaires, extrêmement visibles et qui sont connus comme du patrimoine, réellement, depuis des centaines d'années. Dans la très grande majorité du sud du Morbihan, là où s'étale notre inscription, on a, comme je disais, des tout petits sites, et ceux-ci, alors même que certains font partie des premières inscriptions sur la liste des monuments historiques, donc au XIXe siècle, n'ont pas du tout cette conscience et quelque part ce respect un peu froid qu'on peut avoir par rapport à certains monuments qu'on érige au-delà de tout, parce que
il y a ce lien très fort que les habitants entretiennent avec ces monuments. C'est pas forcément de l'irrespect, puisqu'encore une fois, ces monuments, ils ont traversé les millénaires, les siècles, et continuent à traverser les années. Mais il y a un usage encore très affectueux avec eux. Et d'ailleurs, c'était un des grands sujets du dossier UNESCO, de passer d'un côté scientifique un peu rigide que nous impose l'UNESCO, et à raison, puisqu'on doit avoir des valeurs scientifiques qui briguent l'universalité. Enfin, je ne sais pas si on peut s'imaginer que là, on rentre sur une liste au même titre que le Taj Mahal, la Grande Muraille de Chine ou des monuments extrêmement emblématiques. Et en même temps, on nous demande de préserver les valeurs ultra-locales, alors même que parfois, il peut y avoir effectivement un peu de conflit d'usage, parce que nous, typiquement, l'exercice fondamental que font chaque enfant et que fait chaque personne qui vient visiter un site, c'est de monter dessus pour se faire prendre en photo. Et alors ça, c'est pas du tout possible. Alors, en guise de conclusion, puisque malheureusement nous arrivons au terme de cette émission, Olivier Lazzarotti, vous évoquez dans vos travaux un passage d'une mémoire monumentale à quelque chose qui serait patrimonial. Quel est l'état aujourd'hui de cette patrimonialisation? Est-ce qu'il y a quelque chose de typique de notre époque qui serait justement, qui apparaîtrait dans ce classement de Carnac? Très rapidement, je pense que la notion de monument pourrait être réservée à l'idée que ce sont des érudits qui désignent des éléments remarquables. On en a suffisamment parlé, un peu indépendamment des visiteurs. D'ailleurs, quand on regarde les photos du 19e siècle, il n'y a jamais personne. À partir des années 1960, et dans un contexte qu'on pourrait rappeler, mais ce serait un peu long, apparaissent les visiteurs, qui jouent un rôle extrêmement important, que ce soit à Angkor ou n'importe où. Je pense que c'est ça la différence avec le patrimoine que pointe d'ailleurs Malraux dans son discours sur Abou Simbel. Et je pense qu'il y a aujourd'hui d'autres formes de mémorialisation qui pourraient être étudiées. J'en ai vu, enfin voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on est peut-être post-patrimoine. Et il faut me donner 2 secondes pour conclure encore. Je voudrais juste, j'ai oublié de le faire, féliciter Victor Doriz pour sa belle réussite. Le message est passé. Merci beaucoup. Malheureusement, on doit conclure. Donc, Christian Autain, en quelques mots, s'il vous plaît. Peut-être en écho aux propos d'Olivier, rappeler une des thèses fondatrices d'un grand anthropologue de la France et de l'Europe et du patrimoine, qui était Daniel Fabre, qui disait « Le monument, c'est à nous. Le patrimoine, c'est nous ». Mais ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Christian Autain, Olivier Lazzarotti, Victoire Doriz. Toutes les références de vos ouvrages sont à retrouver sur la page de notre émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur le site franceculture.fr et l'application Radio France.